Et Christian Coste, bonjour. Nous sommes Bonjour. le 15 janvier 2020. Aujourd'hui, d'ailleurs, est né Martin Luther King. Le 15 janvier 1925, il est né. Aux États-Unis, vous savez, il y a maintenant le Martin Luther King Day qui a été décidé par le président Reagan et qui fait que le troisième samedi du mois de janvier est un jour férié aux États-Unis. Je fais cette évocation, Christian Coste, parce que nous allons parler d'une histoire qui concerne un peu aussi Martin Luther King et l'histoire des Noirs ici en diaspora. Christian Coste, vous êtes amateur d'histoire maritime, vous êtes aussi collaborateur à Wikipédia. Christian Coste, vous avez révélé récemment dans une conférence une histoire assez incroyable d'un bateau qui va en Afrique chercher des captifs africains. Et ce bateau et son équipage vont être détenus par des Africains. Christian Coste, est-ce que vous pouvez revenir sur les circonstances de cette histoire? Voilà. Alors cette histoire, je l'ai trouvée dans un livre qui est important pour Bordeaux. C'est un livre d'Éric Segera qui s'appelle, qui évoque Bordeaux comme port négrier, Bordeaux port négrier. Mais Éric Segera cite ce texte en disant qu'il est à la bibliothèque de Bordeaux et il rapporte l'histoire sans essayer de l'approfondir. Alors je suis allé voir ce document original à la bibliothèque de Bordeaux qui raconte ceci. En 1773, le capitaine Compère décide, après avoir fait participer au commerce triangulaire assez fréquemment, il a fait plusieurs expéditions, il décide d'en faire une dernière qui l'enrichira, qui lui apportera beaucoup d'argent. Et il prend une participation dans cette expédition, il commande le navire qui s'appelle le Courageux, et il part avec son frère, qui est son second, avec son neveu, et avec un équipage de 26 personnes en direction du golfe de Guinée. Et puis il lui arrive une fortune de mer. Après une tempête, il se trouve dans le calme, le bateau n'est plus manœuvrable, et il s'échoue sur des îles qui se trouvent en face de ce qui s'appelle aujourd'hui la Guinée-Bissau, qui s'appellent les îles Biscarros. Bijagos. Bisagos, Oui. exactement. Biscarros, Oui. c'est pas au même endroit. Les Bisagos, les îles Alors, ça a plusieurs noms. Le nom africain est un petit peu différent de celui-ci. C'est des îles qui ne sont pas bien connues, il y en a une douzaine, et il s'échoue sur l'une d'entre elles, le bateau est perdu, donc ils décident de prendre leur canot et de rejoindre le continent à partir de l'île, de faire un peu d'eau, de prendre des vies. Mais ils se trouvent face à 250, alors j'utilise le mot de l'époque, qu'il emploie nègres, qui sont armés et qui les font prisonniers. Et alors dans ce document, il raconte comment ils ont été mis en esclavage, dans un esclavage infâme, et ce document explique qu'ils ont pu être libérés au bout d'un certain temps, une quarantaine de jours, mais qu'il y en a parmi eux qui sont restés sur place et qui doivent donc aller les chercher, qu'il faut monter une nouvelle expédition pour aller les chercher. Alors, le document est intéressant en ceci que, pour la seule fois que je connaisse, il doit y en avoir d'autres, mais j'en ai pas trouvé beaucoup d'exemples, un capitaine négrier se retrouve esclave. C'est lui qui utilise le mot. Le mot est peut-être discutable, en fait, il a été captif. La question de son esclavage peut être discutée. Il doit monter une expédition une fois revenu, pour aller rechercher des nouveaux. Donc si je comprends bien, environ 26 membres de cet équipage de bateaux qui quittent Bordeaux pour aller chercher des Africains et les mettre en esclavage, environ 26 des membres de cet équipage vont être capturés par des Africains de ces îles Bijagos en face de la Guinée-Bissau.
comment est-ce qu'on connaît cette histoire? Comment est-ce que cette histoire arrive à la connaissance Alors, on connaît contemporaine? cette histoire parce qu'il y a une brochure qui a été publiée à une date indéterminée, qui figure dans les fonds patrimoniaux de la bibliothèque de Bordeaux, et qui raconte cette histoire. Cette brochure est probablement devait être distribuée par Colportage, et elle s'analyse comme un récit, mais elle s'analyse aussi comme un appel à une aide. Et si on l'analyse plus précisément, et on peut le faire parce que il existe aux Archives nationales 3 cartons qui racontent l'histoire et qui comportent une autre brochure, qui est une brochure semblable, mais avec 2 différences, qui est une brochure antérieure et qui est en fait un appel aux dons et à l'aide au roi et aussi à une souscription publique. Cette souscription publique, cet appel aux dons, elle a été l'œuvre d'un homme qui est ce capitaine. Si je comprends bien, parmi les membres de l'équipage détenus en esclavage dans ces îles, il y en a certains, ou peut-être ce capitaine, qui a réussi à revenir en Europe. Voilà. Comment ça se passe en fait? Donc, on était resté au moment où tout le monde est capturé, et dans un premier temps, réduit en esclavage, c'est le mot qu'il emploie. Alors, on les maltraite, on les oblige à manger de la viande crue, de boire du sang dans des crânes qu'il dit être des crânes de blanc. Je ne sais pas comment on distingue un crâne, comme disait la chanson Nougaro, la couleur des os. Mais c'est ainsi qu'il le décrit. Et puis, après, on les oblige à travailler. Et au bout d'un certain temps, il y a un moine portugais qui lui aussi fait du commerce d'esclaves et qui va réussir à libérer 16 d'entre eux qui vont repartir, alors qu'il y en a 3 qui sont morts et il en reste donc... Cette libération d'ailleurs se fait lors d'une cérémonie assez particulière, si j'ai bien compris. Absolument. Elle ne se fait pas par le fait du prince, du choix de ceux qui les ont capturés. Elle se fait selon une cérémonie très ritualisée, qui est l'utilisation de poulets auxquels on coupe le cou, et lorsqu'ils vont mourir devant quelqu'un, eh bien, c'est celui qui ne sera pas libéré. Alors, cette cérémonie qui est décrite assez minutieusement dans ce récit m'a interpellé parce qu'elle renvoie à des pratiques anthropologiques, des pratiques animistes probablement. Et il se trouve que dans un texte que j'ai lu et qui date d'un siècle d'après, dans ces îles, la même cérémonie a été appliquée à un navigateur qui avait été pris dans les mêmes conditions et qui s'en est sorti parce que la cérémonie lui a été favorable. Alors, ce capitaine Compère, donc lui, il part de ces îles, il est libéré. Il est libéré. Et il revient en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Il revient en Europe dans des conditions beaucoup plus difficiles que son équipage. Il va lui partir aux États-Unis sur un convoi négrier. Et lui, il essaye de revenir directement, mais il lui arrive des mésaventures qu'il raconte dans ce texte. Alors, une fois qu'il est rentré, il n'a qu'une idée, c'est d'aller rechercher son frère et le reste de l'équipage. Et pour ça, il a besoin de soutien. Alors, il se trouve que, et il raconte ça dans la première brochure que j'ai trouvée aux Archives nationales à Paris, il a servi comme militaire. Il a servi auprès d'un militaire qui porte un nom glorieux, qui s'appelle Latouche-Tréville. Et ce Latouche-Tréville, ce n'est pas celui qui a conduit Lafayette aux États-Unis. Il y a plusieurs Latouche-Tréville. C'est sans doute son oncle qui a été à La Rochelle et qui l'a employé pendant la guerre contre les Anglais au milieu du XVIIIe siècle. Et qui d'ailleurs lui fait dans ce premier document une attestation de bons et loyaux services. Et donc, Compère qui a besoin d'une aide publique, qui voudrait monter une expédition avec un navire du roi, va avoir l'aide de Latouche-Tréville, qui est un noble, qui est capitaine de vaisseau, qui est un personnage prestigieux, qui a des fonctions officielles,
et qui va lui servir d'intermédiaire, d'avocat auprès du secrétariat d'État à la marine, qui se trouve à Versailles à l'époque, pour obtenir que soit montée une expédition qui lui permette d'aller chercher son... C'est ce qui va se faire. Et alors l'expédition est très intéressante parce qu'elle utilise un armateur, qui est un armateur bordelais, il porte un nom qui est connu à Bordeaux, c'est Nérac. Il y a plusieurs Nérac, il y en a 3. C'est un Nérac de La Rochelle. C'est Nérac de La Rochelle, tout à fait, qui monte une expédition négrière, d'ailleurs, qui retournera aux îles Biscarros chercher les survivants, qui les ramèneront. D'accord. Si je comprends bien, il fait une expédition négrière, c'est-à-dire il va chercher, donc l'objet du bateau c'est d'aller chercher des Africains pour les mettre en esclavage, mais on en profite pour libérer donc des Blancs. Exactement. Donc c'est toute la complexité finalement de cette histoire-là. C'est toute la complexité de cette histoire dans une époque où le commerce négrier à cette époque-là est quelque chose de tout à fait légal. Et de tout à fait encouragé par le roi. Nérac de Bordeaux sera anobli pour son activité négrière. Mais c'est une époque aussi où on se rend compte, et des esprits commencent à se manifester, les Lumières, de dire que ce commerce n'est pas digne de l'humanisme dont on se réclame, l'abbé Raynal, et à Bordeaux, Lafond de la Debat, le fils d'un armateur négrier, va devenir l'un des plus éloquents défenseurs de l'abolition de l'esclavage et de l'abolition de la traite. Ce que cette histoire évoque également, c'est finalement la racialisation de l'esclavage, puisque en réalité nous savions que des Blancs avaient été mis en esclavage par des Arabes, et montrant d'ailleurs que l'esclavage de cette période était le plus, dans certains peuples, le fruit d'un rapport de force économique et militaire. Alors que chez les Européens et les Occidentaux, l'esclavage va être racialisé. C'est-à-dire qu'on va construire l'infériorité du Noir. Et quelque part, le fait de pouvoir se lancer dans un commerce des Noirs dont on a décidé qu'ils pouvaient être en esclavage et d'absolument pas concevoir qu'on puisse mettre en esclavage un blanc et un chrétien, montre bien la représentation de l'autre et toute cette racialisation. Voilà, la question de l'autre. Le Noir est une marchandise à cette époque-là. Alors, ce qu'il y a de surprenant dans ce texte, c'est qu'on aurait pu penser que le capitaine Compère, se trouvant dans la situation d'un esclave, développe une réflexion sur l'esclavage. On pense à John Newton, qui, en Angleterre, après une tempête, après avoir été négrier et s'être retrouvé en esclavage, change son opinion, devient un ardent défenseur de la libération des Noirs, et l'auteur du fameux cantique Amazing Grace, qui est devenu l'équivalent de l'hymne national américain. Pas du tout. Le capitaine Compère, alors qu'il trouve que l'esclavage, sa situation d'esclave est intolérable, ne pense pas une seconde que la situation de ceux qu'il allait mettre en esclavage soit aussi intolérable. Donc ça dit quelque chose de l'état d'esprit du capitaine Compère à une époque où d'autres contemporains changent leur manière d'être. Ça dit aussi quelque chose de ces peuples africains qui ne sont peut-être pas aussi vertueux qu'on veut les présenter, puisque même pouvaient savoir que les Blancs les mettaient en esclavage, mais n'avaient pas l'éthique peut-être nécessaire pour concevoir d'autres rapports que celui de la domination. Les historiens nous disent qu'une grande partie des négriers étaient des Noirs. Et en fait, l'esclavage résultait largement du fait des guerres entre les tribus, et les vaincus étaient réduits en esclavage. Alors évidemment, à partir du moment où il y a un débouché commercial, il y a un effet rétroactif qui crée une demande qui multiplie les pratiques qui étaient déjà existantes. Donc, il y a là toute une économie qui va se doubler d'une autre économie qui est celle de la rançon. Et c'est aussi une partie de cette histoire, c'est que pour monter une nouvelle expédition,
On va utiliser les ordres mercédaires, les trinitaires, les mathurins, l'ordre de la Merci, l'ordre de la Trinité. Que nous avons à Bordeaux. Voilà, dans la rue qui est voisine. Et il est fait appel à ces ordres qui peuvent relever des fonds. Il y a toute une économie de la rançon qui est ritualisée, là aussi, avec des cérémonies. Et l'aspect qu'on découvre aux archives, c'est que cette question-là a fait problème parce que le capitaine Compère a lancé une souscription sauvage, semble-t-il, auprès d'ordres qui n'étaient pas au courant, ou en tous les cas qui considéraient qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser leurs fonds autrement que pour récupérer des captifs blancs pris par les Mauresques. Oui, blancs et chrétiens en plus. Blancs et chrétiens. Oui, ce qui était le cas de tous les blancs à l'époque, on peut dire. Presque, probablement. Donc là, il y a une affaire, il y a vraiment une affaire Compère, puisque une enquête est menée par un personnage qui est connu, qui s'appelle Sartine, qui est lieutenant général de police à cette époque, et qui deviendra ensuite secrétaire d'État à la Marine, et qui va enquêter à Bordeaux pour interroger les marins qui ont été libérés dans un premier temps, qui sont revenus à Bordeaux, pour savoir dans quelles conditions il reste des esclaves, dans quelles conditions les fonds sont levés, est-ce qu'il s'agit d'une escroquerie, est-ce qu'il s'agit de quelque chose de réel. Alors rapidement, les enquêteurs peuvent vérifier que le capitaine Compère est de bonne foi, qu'il veut véritablement aller rechercher l'équipage qui reste, et une expédition va être montée, comme vous le disiez tout à l'heure, qui est aussi une expédition négrière, qui va transporter des administrateurs, qui va transporter des denrées coloniales, etc. Donc les affaires continuent. Et on va pouvoir donc libérer, combien il reste d'ailleurs? 4, il en reste 4. Donc parmi, si je comprends bien, il y en a 26 en total qui ont été détenus. Voilà. Parmi ces 26, il y en a 16 qui ont été libérés dans un premier temps, dont le capitaine. Oui. Donc il devait en rester là-bas une quinzaine. Et sur cette quinzaine, il y en a... Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts et 4... Et il y en a 4 qui ont survécu. Qui ont survécu et qu'on a pu ramener ici en Europe. Qui ont été ramenés, mais qui n'ont rien raconté. Et qui n'ont rien raconté. Or, il n'arrive quelque chose qu'aux gens qui savent le raconter. Christian Coste, on va clôturer par ça, on va conclure par ça. Pourquoi est-ce que pour vous c'est important de raconter cette histoire? Alors, c'est important parce que c'est une anecdote... qui est peu ordinaire, il n'y a pas beaucoup de cas de cette espèce, mais c'est comme beaucoup d'anecdotes, comme beaucoup de faits divers, qui est significative du changement d'une époque. Parce qu'on est dans une époque charnière où il y a une crise de la conscience européenne, comme on l'a dit, qui va changer de perspective. Dans sa conception qu'elle a de l'autre, qu'elle considérait le noir, considérait comme une marchandise. Et dans cette deuxième partie du XVIIIe siècle, on réintègre le noir dans l'espèce humaine. Et on considère que c'est un homme comme les autres, qui souffre comme les autres, et qui a les mêmes droits que les autres. Et cette période se termine par la déclaration des droits de l'homme, quelle que soit sa couleur. Quelle que soit sa couleur. Merci beaucoup, Christian Coste.